Tandis que l'Europe regardait vers Hitler, une guerre totale faisait déjà rage en Asie. Les villes furent rasées, des millions furent tués, et les crimes ne firent jamais les gros titres occidentaux. Ce qui se passa en Chine entre 1931 et 1945 fut délibérément passé sous silence. L'occupation japonaise n'était pas seulement militaire, elle était systématique, scientifique et brutale. Et au milieu du chaos, une guerre interne fragmenta davantage la résistance. Ni les Alliés, ni la presse, ni les manuels scolaires ne racontèrent toute l'histoire. Pourquoi cette partie de l'histoire fut-elle cachée? Que s'est-il vraiment passé en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale? L'Asie enflamme la guerre mondiale que personne ne voulait raconter. Le récit conventionnel place le début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, quand les divisions allemandes traversèrent la frontière polonaise. Cette vision eurocentrique omet délibérément une réalité brutale. Le conflit mondial avait commencé des années plus tôt sur les vastes plaines d'Asie, où une puissance impériale déchaînait une campagne de conquête qui durerait 14 ans. Dans la nuit du 18 septembre 1931, une explosion mineure endommagea une section du chemin de fer de Mandchourie du Sud, près de la ville de Mukden. Les dégâts étaient si insignifiants que les trains continuèrent de circuler sans interruption. Cependant, cette petite explosion deviendrait le prétexte à l'une des invasions les plus dévastatrices du XXe siècle. L'Empire du Japon avait lorgnillé avec convoitise la région mandchoue pendant des décennies. Riche en charbon, fer et terres fertiles, elle représentait l'espace vital que les stratèges japonais considéraient indispensable à la survie nationale. La Chine, en 1931, présentait un panorama de désintégration politique extrême. 2 décennies après l'effondrement dynastique de 1912, le territoire national restait sous le contrôle de seigneurs de guerre régionaux, tandis que 2 mouvements politiques antagonistes émergeaient. Le projet républicain du Kuomintang sous Chiang Kai-shek et la révolution prolétarienne du Parti communiste dirigé par Mao Zedong. L'armée du Kwantung, l'élite militaire japonaise déployée en Mandchourie, n'attendit pas les ordres de Tokyo. Immédiatement après l'explosion, ils accusèrent des saboteurs chinois et lancèrent une offensive qui leur donna le contrôle de pratiquement toute la région en une semaine. Chiang Kai-shek, faisant face à de multiples crises internes, ordonna à ses troupes de se retirer pour éviter une escalade à grande échelle. C'était une décision qu'il paierait de son sang pendant les 14 années suivantes. La communauté internationale réagit avec la tiédeur caractéristique d'une ère dominée par la dépression économique et l'isolationnisme politique. La Société des Nations condamna l'agression japonaise dans le rapport Lytton de 1933, mais n'imposa aucune sanction réelle. Le Japon, dans un geste de mépris, se retira de l'organisation et consolida son contrôle en établissant l'état fantoche du Manchukuo avec l'ancien empereur chinois Puyi comme figure de proue. Au cours des années suivantes, le Japon poursuivit une politique d'expansion graduelle que les diplomates appelaient euphémiquement avance constante. Chaque mois apportait de nouvelles provocations, de nouveaux incidents frontaliers et de nouvelles revendications territoriales. Les ministères des Affaires étrangères occidentaux, immergés dans la crise économique mondiale et principalement préoccupés par la montée du nazisme en Europe, reléguaient les événements asiatiques à la catégorie de conflits régionaux sans pertinence pour l'équilibre mondial des pouvoirs. Cette indifférence délibérée valida l'agression japonaise et créa un précédent dangereux. Les démocraties occidentales avaient démontré que la violence expansionniste pouvait être menée sans conséquences réelles tant qu'elle se produisait assez loin de leurs frontières immédiates. Les tensions qui s'étaient accumulées pendant 6 ans explosèrent finalement dans la nuit du 7 juillet 1937. Une unité de l'armée japonaise, effectuant des manœuvres près du pont Marco Polo à l'extérieur de Pékin, prétendit qu'un de leurs soldats avait disparu. Ils exigèrent d'entrer dans le village de Wanping pour le chercher. Les forces chinoises refusèrent. Ce qui suivit ne fut pas juste une autre escarmouche, mais le déclenchement d'une guerre totale. Contrairement à 1931, cette fois, Chiang Kai-shek décida de résister. Les combats se propagèrent rapidement des banlieues de Pékin à Shanghai et de là à toute la Chine. Le soldat japonais qui avait soi-disant disparu fut retrouvé sain et sauf des heures plus tard. Mais il était trop tard. La Seconde Guerre mondiale avait commencé en Asie 2 ans avant qu'Hitler n'envahisse la Pologne. L'inaction des démocraties occidentales face à cette escalade était due à de multiples facteurs complexes. Il y avait un biais racial profondément enraciné qui minimisait l'importance des conflits asiatiques. Les États-Unis étaient imprégnés d'une doctrine d'isolationnisme qui évitait tout engagement international. La Grande-Bretagne et la France étaient plus préoccupées par le réarmement allemand que par les ambitions japonaises sur un continent distant. De plus, les relations commerciales avec le Japon étaient vitales pour de nombreuses économies occidentales. L'Empire japonais était perçu comme un rempart contre l'expansion communiste soviétique en Asie.
un moindre mal comparé à la menace bolchevique. L'espoir était que la Chine et le Japon parviendraient à un règlement négocié qui stabiliserait la région sans nécessité d'intervention extérieure. Mais au-delà des élites politiques, il y avait aussi une indifférence structurelle des médias. La couverture de l'invasion de la Mandchourie par les journaux occidentaux était maigre, et quand elle était publiée, elle était généralement présentée comme un incident asiatique sans conséquences mondiales. En contraste, l'invasion italienne de l'Éthiopie en 1935 reçut plus de gros titres, d'éditoriaux et de débats diplomatiques. Cette différence ne reflétait pas la gravité du conflit, mais plutôt la proximité culturelle et coloniale que l'Europe ressentait envers l'Afrique par opposition à l'Asie, perçue comme exotique et distante. La presse américaine au milieu de la Grande Dépression priorisait également les questions économiques domestiques, reléguant la guerre en Chine aux sections secondaires ou la traitant avec un ton neutre qui omettait la brutalité de l'agression japonaise. Cette cécité médiatique contribua à ce que l'opinion publique ne fasse pas pression sur leur gouvernement pour agir. Même quand le Japon établit l'état fantoche du Manchukuo et installa l'empereur déchu Puyi comme figure de proue, peu d'organes de presse l'interprétèrent comme un signe de l'expansionnisme systématique à venir. Le désintérêt mondial, à la fois institutionnel et informationnel, permit à l'Empire japonais de consolider sa dominance sans faire face à une opposition sérieuse. Ainsi, incubant un front de guerre mondiale qui serait ignoré jusqu'à ce qu'il devienne impossible à contenir. L'avance imparable. Comment le Japon écrasa la Chine? La machine de guerre japonaise se déplaça avec la précision chirurgicale d'une opération militaire parfaitement planifiée. Suivant l'incident du pont Marco Polo, le haut commandement impérial ne perdit pas de temps à lancer une campagne éclair conçue pour briser la résistance chinoise avant qu'elle ne puisse s'organiser efficacement. L'objectif était clair: occuper les centres urbains les plus importants, couper les routes d'approvisionnement vitales et forcer une reddition rapide du gouvernement nationaliste. Pékin tomba en moins de 3 semaines. Les troupes japonaises vétérans et bien équipées submergèrent les défenses chinoises avec une facilité qui surprit même leurs propres commandants. Les forces déployées dans le nord du pays étaient principalement des milices mal entraînées, nominalement loyales à Chiang Kai-shek, mais inexpérimentées dans le combat moderne. Au 30 juillet 1937, Pékin et la voisine Tianjin étaient sous contrôle impérial, donnant au Japon le contrôle des lignes de chemin de fer vers le sud et un accès direct aux ressources de la Mandchourie. La rapidité de la conquête généra la panique à travers le pays. Des millions de réfugiés commencèrent à fuir vers l'intérieur, chargeant leurs biens sur des charrettes et emmenant leurs familles le long de routes qui deviendraient bientôt des champs de bataille. L'exode massif fit s'effondrer le système de transport et créa une crise humanitaire que le gouvernement nationaliste était mal préparé à gérer. Conscient que la chute de plus de villes clés pourrait signifier la fin de la résistance, Chiang Kai-shek prit la décision, désespérée, de défendre Shanghai à tout prix. La ville cosmopolite avec ses concessions internationales et son importance économique était un symbole de la puissance moderne de la Chine. Sa perte serait non seulement un coup stratégique mais aussi psychologique. La bataille commença le 13 août quand les forces chinoises attaquèrent les positions japonaises dans la concession internationale. Les Japonais, initialement en infériorité numérique, demandèrent des renforts urgents des bases navales de l'archipel. En quelques semaines, plus de 300 000 troupes impériales débarquèrent dans la région, soutenues par une flottille complète et des avions de combat. Les combats urbains à Shanghai furent d'une intensité rarement vue auparavant. Les divisions d'élite de l'armée révolutionnaire nationale, incluant les 87e et 88e divisions, combattirent bâtiment par bâtiment, rue par rue dans une résistance féroce qui dura 3 mois. Les soldats chinois, bien que mal équipés, démontrèrent un niveau d'auto-sacrifice qui surprit les observateurs internationaux habitués à voir la Chine comme une puissance militaire méprisable. Cependant, l'écart technologique était stupéfiant. Les avions japonais bombardèrent indistinctement des quartiers entiers, tandis que l'artillerie lourde réduisit des districts entiers en décombres fumants. La supériorité navale permit aux Japonais de contrôler la rivière Huangpu et de bombarder les positions chinoises sous plusieurs angles. En novembre, la ville était tombée, laissant plus de 200 000 soldats chinois morts ou blessés et une métropole réduite en ruines. Avec Shanghai sous contrôle japonais, le prochain objectif était inévitable: Nankin, la capitale nationaliste. Chiang Kai-shek, reconnaissant que la ville ne pouvait être efficacement défendue, ordonna l'évacuation du gouvernement vers Chongqing dans l'intérieur montagneux du pays. Cependant, il laissa une garnison considérable sous le commandement du général Tang Zhenzi, espérant retarder l'avance ennemie. L'offensive sur Nankin commença en décembre 1937. Les forces japonaises encerclèrent la ville avec une stratégie d'encerclement total, coupant toutes les routes d'évacuation.
La défense chinoise, composée de troupes épuisées des batailles précédentes, tint bon pendant des jours dans des conditions désespérées. Beaucoup de soldats manquaient de munitions suffisantes et les fournitures médicales s'étaient épuisées des semaines plus tôt. Le 13 décembre, les lignes chinoises s'effondrèrent. Ce qui suivit ne fut pas une occupation militaire conventionnelle, mais un épisode de barbarie qui souillerait à jamais la réputation de l'armée impériale. Pendant 6 semaines, les troupes japonaises déchaînèrent une orgie de violence systématique qui résulta en la mort de entre 200 000 et 300 000 civils. Le choix des cibles par l'état-major général japonais n'était pas aléatoire. La stratégie suivait un schéma logique. Capturer les villes interconnectées par les chemins de fer, ports de mer et rivières navigables. Chaque conquête facilitait l'approvisionnement des troupes et étranglait simultanément la capacité logistique de l'ennemi. En contrôlant Pékin et Tianjin, ils sécurisèrent l'accès à la Mandchourie. Avec Shanghai, ils dominèrent le principal port oriental. Avec Nankin, ils décapitèrent l'administration centrale chinoise. La Chine, avec son infrastructure limitée et son vaste territoire, ne pouvait répondre aussi efficacement. La mobilisation des troupes était précaire, les approvisionnements rares et la communication entre les fronts virtuellement inexistante. Chaque défaite laissait des millions de civils exposés à l'occupation et chaque ville capturée devenait un centre de répression et d'exploitation des ressources. Les forces défensives de la Chine souffraient de déficiences structurelles qui étaient dramatiquement évidentes dans chaque confrontation. Au-delà de l'équipement obsolète et de l'entraînement médiocre, le problème fondamental résidait dans l'absence de coordination stratégique nationale et l'interférence persistante d'intérêts politiques factionnels dans les décisions militaires. Beaucoup d'unités arrivaient au front sans uniformes adéquats, avec des armes obsolètes et sans connaissance de base des tactiques de guerre modernes. De plus, Chiang Kai-shek faisait face au dilemme de combattre sur 2 fronts, contre les envahisseurs japonais et contre les communistes internes qui profitaient du chaos pour étendre leur influence dans les zones rurales. Cette division stratégique condamna l'effort militaire à être désorganisé et réactif, tandis que l'ennemi avançait avec une machine de guerre sophistiquée, soutenue par une industrie de guerre en expansion rapide. L'enfer sur Terre. Le massacre de Nankin. Le 13 décembre 1937, alors que les dernières défenses chinoises s'effondraient à Nankin, les habitants de la ville attendaient la fin de semaines de bombardements et de combats urbains. Ce qu'ils ne pouvaient anticiper, c'est que leur calvaire ne faisait que commencer. Au cours des 6 semaines suivantes, l'ancienne capitale chinoise deviendrait la scène de l'un des massacres les plus systématiques et brutaux du XXe siècle. Le massacre de Nankin ne fut pas un déclenchement spontané de violence militaire. C'était un crime organisé, toléré et dans de nombreux cas ordonné par la hiérarchie de l'armée impériale japonaise. Les troupes entrant dans la ville sortaient de la bataille prolongée et sanglante de Shanghai, où elles avaient subi des pertes inhabituellement élevées. Ceci généra un profond ressentiment envers les soldats chinois qu'ils percevaient comme inférieurs, mais dangereusement résilients. Le général Iwan Matsui, commandant du front central, avait émis des instructions vagues concernant la protection des civils. Mais l'armée impériale manquait d'une structure policière capable de contrôler ses propres troupes. La plupart des soldats avaient été endoctrinés avec une propagande ultranationaliste qui déshumanisait les Chinois, les dépeignant comme des ennemis historiques et racialement inférieurs. Quand les lignes de défense chinoises s'écroulèrent, des milliers de soldats tentèrent d'échapper à la ville ou se déguisèrent en civils pour survivre. L'absence d'un processus de reddition ordonné fut utilisée par les troupes japonaises pour justifier une campagne d'élimination massive. Tout mâle en âge militaire pouvait être accusé d'être un combattant déguisé et exécuté sans procès. Les exécutions de masse commencèrent immédiatement après l'occupation. Des groupes d'hommes, militaires et civils furent capturés et emmenés aux abords de la ville ou sur les rives du fleuve Yangtze. Là, ils furent tués par dizaines, centaines ou milliers. Les méthodes allaient des exécutions à la mitrailleuse aux décapitations avec des sabres de samouraï, utilisés comme pratique par les officiers subalternes. L'un des massacres les plus documentés eut lieu dans la zone du quai de Jiaguan, où entre 50 000 et 70 000 prisonniers furent exécutés par l'eau systématique. Certains furent enterrés vivants, d'autres jetés dans la rivière avec des pierres attachées autour du cou. La logique était purement exterminatrice. Réduire le nombre de combattants potentiels et semer la terreur parmi la population survivante. La violence sexuelle à Nankin atteignit des proportions également systématiques. Au moins 20 000 femmes furent violées pendant la période d'occupation. Selon des documents plus tard compilés par les tribunaux internationaux, les victimes incluaient des filles aussi jeunes que 7 ans et des femmes âgées de plus de 70 ans. Dans de nombreux cas, les femmes furent violées en groupe par des escouades de soldats avant d'être assassinés pour éliminer les témoins. Les troupes japonaises établirent des bordels militaires
où elles gardaient des femmes comme esclaves sexuelles pendant des jours ou des semaines. Un groupe de missionnaires étrangers, hommes d'affaires et diplomates tenta de créer une zone de sécurité internationale dans la ville pour protéger la population civile. Éminent parmi eux était John Rabe, directeur de Siemens en Chine et membre du parti nazi qui utilisa son statut pour négocier avec les Japonais. Cette zone, couvrant 3 km², abrita finalement plus de 250 000 civils. Bien que la zone réussit à sauver des dizaines de milliers de vies, elle fut violée à plusieurs reprises par des soldats japonais qui ignoraient l'autorité étrangère. Les membres du comité documentèrent méticuleusement les crimes à travers lettres, rapports et journaux intimes. Rabe écrivit sur le meurtre d'au moins 50 000 personnes dans les premiers jours seulement, décrivant des scènes de décapitation de masse et fosses communes remplies de cadavres. Le correspondant allemand rapporta comment les soldats japonais organisaient des compétitions de décapitation, gardant des records d'exécution comme s'il s'agissait de trophées sportifs. Les enfants étaient jetés en l'air et embrouchés à la baïonnette, tandis que les personnes âgées étaient utilisées comme cible d'entraînement pour les soldats novices. Le sadisme ne connaissait apparemment aucune limite. Alors que les nouvelles du massacre commençaient à filtrer à l'étranger, les autorités japonaises commencèrent une dissimulation systématique. Elles censurèrent les rapports de presse, expulsèrent les correspondants étrangers et interdirent la photographie. Elles ordonnèrent aussi aux unités militaires de détruire les corps, brûler les documents et nier toutes les accusations. Cependant, plusieurs preuves survécurent à la dissimulation. Des photographies clandestines prises par des soldats japonais, des rapports détaillés de diplomates tels que George Fitch et Lewis Smythe et des témoignages de survivants furent compilés par des organisations internationales. Cette évidence s'avérerait plus tard instrumentale dans le tribunal des crimes de guerre d'Extrême-Orient. Pendant les procès de guerre de Tokyo entre 1946 et 1948, plusieurs officiers furent inculpés pour crimes de guerre, incluant le général Matsui et le prince Asaka. Cependant, beaucoup d'autres auteurs échappèrent au châtiment et le Japon n'a jamais officiellement reconnu le nombre complet de victimes ou offert des excuses d'État complètes. Le massacre de Nankin eut des conséquences qui allèrent au-delà de la tragédie humanitaire immédiate. La terreur semée par les Japonais généra des millions de personnes déplacées internes et un effondrement de l'administration publique à travers la partie orientale du pays. Paradoxalement, loin de faciliter une reddition rapide, comme certains secteurs du commandement japonais l'avaient espéré, le massacre renforça le sentiment nationaliste chinois. Le gouvernement de Chiang Kai-shek utilisa les atrocités comme propagande pour justifier une guerre prolongée de résistance. En contraste, les communistes capitalisèrent sur ce mécontentement répandu pour se présenter comme la force authentique de résistance nationale. Un message qui résonna particulièrement dans les régions rurales où les paysans traumatisés par des années de violence d'occupation trouvèrent dans la rhétorique anti-impérialiste une explication cohérente à leurs souffrances. Victimes de la science, l'horreur silencieuse de l'unité 731. À la périphérie de Harbin, en Mandchourie, se dressait un complexe qui opérait officiellement comme une usine de purification d'eau, entourée de barbelés et tours de garde. L'installation abritait des laboratoires, salles d'opération, cellules d'isolement et crématorium. Nommée Unité 731, elle représentait la perversion la plus absolue de la science médicale au service de l'extermination. L'Unité 731 fut créée en 1932 par le médecin militaire Shiro Ishii, qui convainquit le haut commandement japonais que les armes biologiques seraient décisives dans les conflits futurs. Ishii, un officier charismatique et ambitieux, avait étudié dans les universités occidentales et était familier avec les avancées en bactériologie et virologie. Sa proposition était simple, développer des pathogènes capables de décimer les armées ennemies sans besoin de combats conventionnels. Le vrai but du complexe était le développement, test et production de masse d'agents létaux. Peste bubonique, anthrax, choléra, typhoïde, dysenterie et autres pathogènes. Mais encore plus sinistre était le fait que le matériel expérimental était des êtres humains vivants. Paysans, prisonniers politiques, femmes enceintes, enfants et soldats capturés furent utilisés comme cobayes dans des recherches qui transcendaient toutes les frontières éthiques connues. Les scientifiques japonais avaient complètement déshumanisé leurs victimes, s'y référant comme Maruta ou bûche de bois. Cette terminologie n'était pas accidentelle. Elle rendait psychologiquement plus facile de conduire des expériences qui auraient autrement été impossibles. Les prisonniers étaient délibérément infectés avec des maladies létales pour observer la progression de la maladie sans appliquer aucun traitement.
Les méthodes employées dépassaient toute définition de cruauté. Les victimes étaient disséquées vivantes, sans anesthésie, pour examiner les effets des infections sur les organes internes en temps réel. D'autres expériences incluaient des tests de gel, où les membres des prisonniers étaient immergés dans l'eau glacée jusqu'à ce qu'ils se solidifient, puis exposés à l'air, jusqu'à ce que des cristaux de glace apparaissent sous la peau. Les médecins frappaient les membres gelés avec des objets métalliques pour étudier les fractures induites par l'hypothermie. Des études furent aussi conduites sur la résistance aux conditions extrêmes. Famine forcée, changement de pression barométrique, injection de produits chimiques toxiques, exposition aux bombes incendiaires et expérience sur la transmission des maladies vénériennes par viol systématique. Le docteur Yoshio Shinozuka, qui travailla comme technicien dans l'unité 731, décrivit plus tard comment ils ouvraient des corps conscients pour retirer des foies et poumons infectés. Dans d'autres cas, ils relâchaient des rats contaminés dans des cellules humaines pour causer des épidémies contrôlées. Les familles y étaient utilisées pour étudier l'infection croisée entre différents groupes d'âge. L'unité 731 n'était pas limitée à la recherche de laboratoire. Une partie fondamentale de sa mission était de développer des armes applicables dans le combat réel. Des bombes spéciales furent conçues et manufacturées pour répandre la maladie. La bombe aux puces qui relâchait des insectes porteurs de peste bubonique et la bombe céramique à l'anthrax, capable de contaminer de vastes zones de terre et sources d'eau. En 1940 et 1941, ces armes furent utilisées contre les populations civiles chinoises dans des villes telles que Ningbo et Chengde. Des milliers moururent d'épidémies de peste et choléra intentionnellement provoquées. Les avions de l'armée impériale larguèrent des sacs de riz mélangés avec des puces contaminées, sachant que la population affamée ramasserait le contenu sans soupçonner le danger. Les effets furent dévastateurs. Épidémie de peste bubonique dans des zones précédemment saines, destruction des récoltes par des champignons expérimentaux et effondrement du système de santé dans des régions rurales entières. Les armes biologiques fonctionnaient non seulement comme instruments d'annihilation, mais aussi comme outil psychologique pour semer la terreur et démoraliser la population chinoise. Bien que l'unité 731 fût la mieux connue, elle n'était pas la seule installation de ce type. L'armée japonaise établit un réseau de centres similaires à travers le territoire occupé. L'unité 100 concentrée sur les toxines animales et végétales opérait aussi en Mandchourie. L'unité 1644 à Nankin et l'unité 1855 à Pékin travaillaient étroitement avec l'installation principale. Ces centres partageaient méthodes, personnel et objectifs, fonctionnant comme un réseau scientifique secret qui jouissait de la plus haute protection militaire. La participation des universités et hôpitaux japonais fut aussi documentée car beaucoup de jeunes médecins furent envoyés en Mandchourie dans le cadre de leur formation professionnelle. Le projet était présenté comme une affaire de gloire nationale et un devoir impérial. À la fin de la guerre, alors que l'empire japonais s'effondrait après les bombes atomiques et l'invasion soviétique de la Mandchourie, les commandants de l'unité 731 détruisirent systématiquement toute évidence. Les installations furent dynamitées, documents brûlés et milliers de corps enterrés dans des fosses communes ou incinérés dans des fours spécialement construits. Shiro Ishii ordonna à tout son personnel de jurer silence perpétuel concernant leurs activités. Ce qui suivit fut l'une des dissimulations les plus réussies et honteuses de la période d'après-guerre. En échange de remettre leurs données expérimentales au gouvernement américain, les scientifiques principaux de l'unité 731 furent accordés immunité complète de poursuite. Washington, obsédé par l'éclat de la guerre froide et la course aux armements contre l'Union soviétique, considéra les résultats des expériences trop valables pour être perdus dans des procédures légales. Contrairement aux criminels nazis jugés à Nuremberg, les membres de l'unité 731 ne furent jamais poursuivis pour crimes de guerre. Beaucoup retournèrent au Japon, où ils occupèrent des positions élevées dans des universités prestigieuses, hôpitaux publics et compagnies pharmaceutiques. Shiro Ishii vécut en liberté jusqu'à sa mort en 1959, tandis que d'autres, comme le docteur Masaji Kitano, continuèrent à diriger des laboratoires médicaux internationalement renommés. Pendant des décennies, l'existence de l'unité 731 fut catégoriquement niée par les autorités japonaises. Ce ne fut que dans les années 1980 et 1990, grâce aux témoignages de victimes survivantes et confessions de certains participants âgés, que l'histoire commença à être reconstituée. En 1997, un tribunal civil japonais reconnut l'existence des crimes, mais le gouvernement refuse encore d'émettre des excuses formelles ou payer compensation. L'ennemi intérieur, Chine divisée.
L'invasion japonaise de la Chine ne confronta pas un pays unifié sous une autorité centrale forte. Au lieu de cela, elle rencontra une nation fragmentée par une guerre civile qui couvait entre deux visions irréconciliables de l'avenir de la Chine. Le Kuomintang de Chiang Kai-shek contrôlait les grandes villes depuis sa capitale à Nankin, tandis que le parti communiste de Mao Zedong s'était installé dans la province reculée du Shaanxi après avoir complété l'épique Longue Marche. Jusqu'en juillet 1937, le KMT avait consacré la plupart de ses ressources militaires à éradiquer les communistes, les considérant comme une menace plus immédiate que les ambitions japonaises. La philosophie de Chiang était claire, d'abord pacifier intérieurement, puis résister extérieurement. Cette stratégie avait mené à une série de campagnes d'extermination qui avaient drastiquement réduit les forces communistes et les avait forcés à se retirer vers des régions montagneuses inaccessibles. Cependant, la brutalité de l'occupation japonaise, particulièrement après le massacre de Nankin, força Chiang à repenser sa stratégie. Les protestations populaires s'intensifièrent, la pression internationale grandit, et l'incident spectaculaire de Xi'an de décembre 1936 avait montré que même ses propres généraux questionnaient la priorité de combattre les communistes, tandis que les Japonais occupaient le pays. Le Second Front uni fut annoncé en septembre 1937. Sous les termes de l'accord, le Parti communiste accepta de se subordonner formellement au KMT, tandis que les deux forces promettaient de combattre ensemble contre l'envahisseur étranger. En pratique, cette alliance était fragile dès le premier jour, caractérisée par méfiance mutuelle, sabotage secret et objectifs stratégiques divergents. Les différences tactiques entre les nationalistes et les communistes reflétaient des visions complètement opposées de la guerre moderne. Le KMT favorisait une stratégie de guerre conventionnelle concentrée sur la défense des villes clés, lignes de chemin de fer et positions fortifiées. Cette approche nécessitait des troupes régulières, bien équipées, artillerie lourde et support aérien, ressources qu'ils espéraient obtenir à travers l'aide militaire étrangère, particulièrement de l'Union soviétique et plus tard des États-Unis. Le Parti communiste, d'autre part, avait développé une doctrine de guerre de guérilla basée sur son expérience pendant la Longue Marche. De petites unités mobiles harcelaient l'ennemi, perturbaient les lignes d'approvisionnement et se retiraient rapidement vers des bases sécurisées dans les zones rurales. Cette stratégie, théoriquement subordonnée au commandement nationaliste, permettait en fait aux communistes d'étendre leur influence territoriale et politique. Les bases de libération communiste se multiplièrent à travers le nord et l'est du pays, gagnant contrôle dans les régions où l'autorité du KMT était faible ou non existante. L'offensive des 100 régiments organisée par la 8e armée sous Peng Deruoi entre août et octobre 1940 démontra l'efficacité de ces tactiques. Des dizaines de milliers de guérilleros attaquèrent simultanément les lignes de chemin de fer japonaises et fortifications dans le Hebei et Shaanxi. Bien que l'opération causa des dommages significatifs à l'ennemi, elle provoqua aussi des représailles massives contre les civils et mena à une escalade de la brutalité japonaise. Ce modèle se répéterait constamment. Les attaques communistes généraient des réponses disproportionnées qui affectaient principalement la population civile, tandis que les forces de guérilla se réfugiaient dans des bases montagneuses inaccessibles. Le PCC implémenta aussi une politique de réforme agraire radicale dans les zones sous son contrôle. Ils redistribuèrent la terre, organisèrent des conseils populaires et établirent des systèmes de justice parallèles qui compétitionnaient directement avec l'autorité du gouvernement central. Cette stratégie non seulement consolida le pouvoir politique communiste, mais lui fournit aussi une légitimité croissante parmi la paysannerie. Alors que la guerre progressait, la coopération entre nationalistes et communistes se détériora progressivement. Les deux côtés évitaient de partager des renseignements cruciaux, cachaient les mouvements de troupes et s'accusaient mutuellement de sabotage et trahison. Le KMT alla jusqu'à bloquer l'accès aux approvisionnements pour l'armée rouge, n'empêchant de recevoir armes et nourriture des missions alliées. De leur côté, les communistes promurent la propagande anti-impérialiste dans leur zone d'influence, dénonçant Chiang Kai-shek comme une marionnette d'intérêts étrangers et une figure corrompue et incompétente. Cette guerre psychologique minait constamment le moral des troupes nationalistes et alimentait le mécontentement populaire envers le gouvernement central. Le point de rupture vint en janvier 1941 avec la bataille d'Anhui du Sud. Les troupes du KMT tendirent une embuscade à une colonne de la nouvelle 4e armée communiste se déplaçant vers le sud, tuant des centaines de soldats. Mao considéra ceci comme une trahison impardonnable et dès lors, le Second Front uni fut effectivement brisé, bien qu'il continuât d'exister nominalement pour maintenir les apparences pour les alliés occidentaux. Même dans les dernières années de la guerre, alors que les Japonais commençaient à se retirer sous la pression alliée dans le Pacifique,
Communistes et nationalistes se positionnaient pour une future guerre civile. Les deux stockaient des armes, consolidaient des territoires et recrutaient des forces en préparation pour la confrontation inévitable qui suivrait la défaite de l'ennemi commun. La division interne eut des effets dévastateurs sur l'efficacité militaire chinoise. Tandis que les nationalistes recevaient la majorité de l'aide étrangère, particulièrement de la mission américaine menée par Joseph Stilwell, ils gaspillèrent des ressources considérables en répression interne, corruption bureaucratique et confrontation avec leurs supposés alliés communistes. Les communistes, de leur côté, utilisèrent leurs ressources limitées plus efficacement, mais évitèrent délibérément d'assumer le fardeau du combat frontal intense, permettant au KMT d'absorber les offensives japonaises les plus dévastatrices. Cette stratégie préserva les forces communistes pour la future guerre civile, mais affaiblit l'effort national contre l'envahisseur. La population civile fut prise dans cette toile complexe de loyauté conflictuelle. Dans beaucoup de régions, les paysans furent forcés de choisir entre les côtés. Collaborer avec les communistes pouvait signifier l'exécution par le KMT et vice-versa. Cette situation généra une méfiance généralisée, démoralisa de larges secteurs du pays et contribua à l'effondrement de toute autorité centrale effective dans de vastes zones rurales. Quand le Japon se rendit en août 1945, la guerre civile qui avait été contenue sous la surface refit immédiatement surface avec toute sa violence accumulée. Le KMT tenta de rétablir son autorité dans les zones libérées, tandis que le PCC se précipita pour occuper les territoires abandonnés par les Japonais, surtout dans la région stratégique de Mandchourie. Grâce à sa structure organisationnelle supérieure, sa connexion authentique avec les masses rurales et sa propagande antifasciste efficace, le Parti communiste sortit grandement renforcé du conflit. Bien que le KMT ait supporté le gros des combats conventionnels les plus sanglants, l'attrition prolongée, la corruption interne endémique et la perte progressive du soutien populaire le laissèrent vulnérable à la confrontation finale, sans alliés quand la Chine fut abandonnée. Malgré être officiellement reconnue comme l'une des 4 grandes puissances alliées par Franklin D. Roosevelt, la Chine fut traitée pendant la plupart de la Seconde Guerre mondiale comme un allié périphérique, utile mais non essentiel à la victoire finale. Bien qu'elle fût formellement incluse dans les conférences de direction et les plans stratégiques globaux, le soutien matériel et logistique qu'elle reçut fut limité, inégal et systématiquement subordonné à d'autres priorités, surtout le front européen et les opérations navales dans le Pacifique. L'entrée des États-Unis dans la guerre après Pearl Harbor fut accueillie avec un immense espoir en Chine. Chiang Kai-shek espérait que l'implication directe de la superpuissance occidentale transformerait radicalement l'équilibre des pouvoirs en Asie. Roosevelt, pour sa part, avait développé une vision grandiose de la Chine comme pilier du nouvel ordre mondial d'après-guerre, aux côtés des États-Unis, de l'Union soviétique et du Royaume-Uni. À la conférence du Caire en novembre 1943, la Chine fut formellement reconnue comme une puissance alliée majeure et il fut solennellement déclaré que le Japon devait être expulsé de tout territoire chinois occupé. Chiang Kai-shek devint même une sorte de célébrité politique exotique pour les Américains, avec des affiches de propagande présentant son image affichée sur le sol américain, tandis que sa femme Song Mei-ling s'adressa même au Congrès américain. Cependant, au-delà du symbolisme diplomatique et des déclarations grandiloquentes, l'aide militaire effective fut fragmentée et conditionnelle. Contrairement à l'Europe, où les troupes américaines débarquèrent en masse sur plusieurs fronts, la Chine ne reçut pas une présence directe de forces de combat terrestres significatives. La seule contribution militaire notable fut la création du groupe de volontaires américains populairement connu sous le nom de Tigre volant. Cette unité aérienne, formée de pilotes officiellement retraités de l'armée de l'air américaine, opérait depuis des bases en Birmanie et au Yunnan sous commandement chinois nominal. Bien qu'ils aient atteint des succès tactiques significatifs et fourni un boost de morale considérable, leur impact stratégique global fut limité par le petit nombre d'avions disponibles et les contraintes logistiques constantes. La géographie représentait un obstacle critique à tout soutien militaire massif. Après la chute de la Birmanie aux mains des Japonais en 1942, la seule route terrestre pour envoyer de l'aide à la Chine fut coupée. Les approvisionnements dépendaient alors de la traîtresse Boss, une route aérienne extrêmement dangereuse qui traversait l'Himalaya de l'Inde au Yunnan. Les vols au-dessus de la Bosse faisaient face à des conditions météorologiques extrêmes, des altitudes mortelles pour les avions non pressurisés
et la menace constante d'interception par les chasseurs japonais. La capacité de cargo limitée signifiait que seule une fraction des armes promises arrivait réellement. Pendant ce temps, Chiang luttait désespérément pour unir son front contre le Japon, faisant face simultanément aux pressions internes et à la menace communiste croissante. Les relations entre Washington et Chongqing devinrent dramatiquement compliquées avec l'arrivée du général Joseph Stilwell comme chef de la mission militaire américaine en 1942. Stilwell, un militaire pragmatique et notoirement direct, développa rapidement un profond mépris pour la corruption endémique du Kuomintang et considérait Chiang comme complètement dépourvu de vision stratégique compétente. Pour sa part, Chiang percevait Stilwell comme un émissaire arrogant, décidé à interférer indûment dans les affaires intérieures souveraines de la Chine. Stilwell insista sur la réorganisation et l'entraînement de l'armée chinoise selon les standards américains. Mais il rencontra une résistance constante de la part des commandants nationalistes réticents à céder l'autonomie opérationnelle. Son insistance à déplacer certaines troupes chinoises sélectionnées en Birmanie pour combattre aux côtés des forces britanniques et américaines tendit davantage la relation. En 1944, suivant une série de désaccords irréconciliables sur la stratégie et les priorités, Chiang demanda formellement le retrait de Stilwell. Roosevelt, craignant une rupture totale avec la Chine, qui bénéficierait aux Japonais, accepta à contre-cœur de le remplacer. L'Union soviétique maintint une relation plus directe mais également ambiguë avec la Chine. Dès le début du conflit sino-japonais en 1937, Moscou fournit une aide militaire limitée au Kuomintang. Avions de chasse, chars, conseillers techniques et entraînement spécialisé. Cette assistance fut cruciale dans certaines batailles précoces, comme la défense prolongée de Shanghai et la résistance à Nankin. Cependant, après avoir signé le pacte de neutralité avec le Japon en avril 1941, l'Union soviétique évita soigneusement toute confrontation directe sur le front oriental qui pourrait compromettre sa position en faisant face à l'invasion allemande. Staline avait désespérément besoin de maintenir la paix en Asie pour concentrer toutes ses ressources sur la survie nationale contre le Troisième Reich. Tout au long de la guerre, Staline maintint une politique calculée d'équilibre entre le KMT et le PCC. Tout en soutenant officiellement le gouvernement de Chiang comme allié internationalement reconnu, il maintint simultanément des lignes de communication secrète avec Mao Zedong qu'il considérait comme un partenaire révolutionnaire potentiel pour l'avenir de l'Asie. Le Royaume-Uni avait une position particulièrement ambiguë concernant la Chine, conditionné par ses intérêts coloniaux en Asie. Bien qu'il combattît formellement l'Axe, sa priorité absolue dans le théâtre asiatique était la défense de ses possessions coloniales. L'Inde, la Birmanie, Hong Kong, Singapour et la Malaisie. Londres craignait secrètement qu'une Chine renforcée et éventuellement unifiée puisse réclamer des territoires sous domination britannique. En conséquence, l'aide britannique à la Chine fut largement symbolique. La majeure partie des troupes impériales en Asie était concentrée en Asie du Sud-Est, et leur coordination opérationnelle avec les forces chinoises était minimale et fréquemment conflictuelle. À plusieurs occasions, les Britanniques ignorèrent les demandes urgentes de soutien logistique de Chiang, craignant qu'elles ne compromettent leur propre position défensive. À chaque conférence alliée majeure, Casablanca, Téhéran, Yalta, la Chine fut mentionnée dans les communiqués finaux, mais jamais véritablement priorisée dans l'allocation des ressources. L'effort principal fut inexorablement dirigé vers l'Europe. La défaite de l'Allemagne était considérée comme la clé absolue pour terminer avec succès la guerre mondiale. Le front pacifique, bien que reconnu comme crucial, fut conçu principalement comme une opération entre les États-Unis et ses bases insulaires stratégiques, sans implication chinoise significative. Même les opérations majeures, comme le débarquement aux Philippines ou la capture sanglante d'Okinawa, furent planifiées et exécutées sans aucune considération sérieuse de Chiang Kai-shek ou des forces nationalistes. Alors que le Japon commença à se retirer systématiquement sous la pression alliée, les stratèges occidentaux décidèrent qu'il ne valait pas la peine d'ouvrir un nouveau front terrestre sur le continent chinois. La stratégie ultime était d'isoler complètement le Japon par des bombardements stratégiques massifs et des blocus navals totaux, culminant dans sa reddition forcée par les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Cette négligence stratégique délibérée prolongea inutilement la souffrance en Chine. Le manque d'intervention alliée directe permit au Japon de maintenir ses divisions les plus brutales et expérimentées sur le continent, de continuer la répression systématique des populations civiles et d'extraire des ressources sans opposition militaire réelle jusqu'au dernier jour de la guerre. Jour du jugement, le naufrage japonais. Après près de 8 ans d'une guerre impitoyable qui avait dévasté la Chine et coûté des millions de vies,
la fin vint avec une rapidité qui surprit même les observateurs les plus optimistes. En seulement 3 semaines, pendant août 1945, une série d'événements interconnectés mena à l'effondrement complet de l'Empire japonais, altérant irréversiblement l'équilibre des pouvoirs en Asie et marquant la fin définitive du conflit sur le front oriental. Le 8 août 1945, remplissant les engagements pris à la conférence de Yalta, l'Union soviétique déclara formellement la guerre au Japon. Tôt le matin suivant, plus d'1,5 million de soldats de l'armée rouge traversèrent les frontières de la Mandchourie, de la Mongolie et de la Corée, lançant l'opération dévastatrice Tempête d'août, l'une des offensives terrestres les plus rapides et efficaces de toute la Seconde Guerre mondiale. La Mandchourie, occupée depuis 1931 et administrée comme l'État fantoche du Manchukuo pendant 14 ans, constituait le cœur industriel de l'Empire japonais sur le continent. La région abritait les principales usines d'armement, raffineries de pétrole, mines de charbon et de fer, et centres de production chimique qui alimentaient la machine de guerre japonaise. Sa perte signifierait non seulement un coût stratégique, mais aussi l'effondrement économique de l'effort de guerre japonais. Les garnisons de l'armée du Kwantung, autrefois la force la plus prestigieuse et redoutée de l'Empire japonais, n'étaient en 1945 qu'une simple ombre de leur ancienne puissance. Les meilleurs régiments avaient été transférés au Pacifique pour défendre les îles métropolitaines contre l'invasion américaine attendue. Les troupes restantes étaient mal équipées, sous-effectuées, et dispersés dans des positions défensives inadéquates. L'offensive soviétique fut une démonstration magistrale de la guerre mécanisée moderne. En moins de 10 jours, les troupes de l'armée rouge balayèrent les positions japonaises, occupèrent des villes clés comme Harbin, Mukden et Changchun, et détruisirent systématiquement tous les vestiges du contrôle impérial en Asie du Nord-Est. L'opération inclut l'utilisation coordonnée d'infanterie mécanisée, divisions de chars, parachutistes d'élite et bombardiers lourds dans une symphonie destructrice de puissance militaire. L'armée rouge captura plus de 600 000 soldats japonais dans des batailles qui durèrent des jours, pas des semaines. Beaucoup de ces prisonniers seraient plus tard envoyés dans des camps de travail en Sibérie, où ils resteraient pendant des années dans des conditions rivalisantes avec celles que les Japonais avaient imposées à leurs propres victimes chinoises. En même temps, les États-Unis menaient l'attaque la plus dévastatrice et psychologiquement dévastatrice de l'histoire militaire mondiale. Le 6 août 1945, le bombardier B-29 Enola Gay largua la première bombe atomique sur Hiroshima, vaporisant instantanément le centre-ville et tuant plus de 70 000 personnes en seconde. Les températures à l'épicentre atteignirent des millions de degrés, transformant les êtres humains en ombre carbonisée sur les murs. 3 jours plus tard, le 9 août, une seconde bombe atomique fut détonée au-dessus de Nagasaki, causant environ 40 000 morts immédiates et laissant des dizaines de milliers d'autres agonisant d'empoisonnement radioactif qui les tuerait lentement sur des mois et des années. Cette double démonstration de pouvoir absolu élimina toute illusion japonaise sur la possibilité de négocier des termes de reddition favorables. Le haut commandement militaire japonais fut paralysé et divisé. Certains officiers fanatiques, surtout dans l'armée, prônaient la résistance jusqu'à l'extinction nationale totale, préférant une mort honorable à l'humiliation de la reddition inconditionnelle. D'autres, menés par l'empereur Hirohito et des secteurs plus pragmatiques de la marine, comprirent que la guerre était irrévocablement perdue et que la continuation du conflit ne signifierait que l'anéantissement complet du peuple japonais. Le 15 août, dans une diffusion radio historique entendue à travers la nation japonaise, l'empereur Hirohito annonça la reddition inconditionnelle de l'empire. C'était la première fois dans l'histoire que la voix de l'empereur avait été entendue publiquement par son peuple. D'une voix tremblante, il parla d'une arme nouvelle et terrible et de la nécessité d'endurer l'inendurable pour atteindre la paix. Tandis que ces événements sismiques se produisaient, plus d'1 million de troupes japonaises restaient déployées sur la Chine continentale, occupant des villes, provinces rurales, lignes de chemin de fer, ports stratégiques et centres industriels. La nouvelle de la reddition impériale généra une confusion et une peur généralisée parmi les troupes japonaises et la population civile chinoise qui avait souffert 8 ans d'occupation brutale. En l'absence de forces alliées occidentales significatives sur le sol chinois, le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek demanda immédiatement que toutes les garnisons japonaises se rendent exclusivement à l'armée révolutionnaire nationale,
le bras militaire du Kuomintang. Cette demande avait des implications politiques profondes, car elle cherchait à établir la légitimité du gouvernement nationaliste comme seule autorité légale en Chine. En même temps, le Parti communiste chinois, qui avait significativement étendu son influence dans de vastes zones du nord et du nord-est pendant les années de guerre, tenta de saisir le contrôle de positions stratégiques clés avant l'arrivée des forces nationalistes. Cette course pour combler le vide laissé par les Japonais sema les graines de la guerre civile qui éclaterait immédiatement après. Le processus de reddition fut chaotique, prolongé et fréquemment violent. Dans les grandes villes comme Pékin, Tianjin, Shanghai et Canton, les commandants japonais rendirent formellement leurs armes aux représentants officiels du KMT dans des cérémonies symbolisant la restauration de la souveraineté chinoise. Cependant, dans les zones rurales reculées et les régions frontalières, beaucoup d'unités japonaises se dissolvèrent simplement ou remirent leurs arsenaux aux forces communistes locales. Dans certains cas, des affrontements armés directs éclatèrent entre nationalistes et communistes pour le contrôle des dépôts d'armes, installations industrielles et territoires nouvellement libérés. L'occupation japonaise avait laissé un vide de pouvoir que les deux forces chinoises cherchaient à combler selon leurs propres intérêts stratégiques. À la fin de la guerre, l'infrastructure de la Chine était complètement dévastée. Des villes entières avaient été réduites en décombres. Les terres agricoles furent rendues inutiles par les bombardements et attaques chimiques. Les réseaux ferroviaires s'étaient effondrés et l'économie nationale était paralysée après 8 ans de pillage systématique. Les troupes japonaises en retraite laissèrent derrière elles des milliers de mines terrestres, des armes biologiques cachées et des prisonniers dans des conditions déplorables. Malgré les conditions dramatiques, l'annonce de la reddition japonaise fut célébrée avec une jubilation explosive à travers la Chine libre. Des millions de personnes descendirent spontanément dans les rues de Chongqing, Kunming, Chengdu et d'autres villes qui avaient résisté à l'occupation, agitant des drapeaux nationaux, tirant des feux d'artifice et rendant un hommage émouvant aux millions de morts qui n'avaient pas vécu pour voir la victoire. Chiang Kai-shek déclara officiellement la victoire totale de la Chine sur l'impérialisme japonais et fut reconnu internationalement comme l'un des grands vainqueurs alliés de la guerre mondiale. Cependant, cette victoire était largement symbolique. Le pays était physiquement et moralement épuisé, profondément divisé politiquement et au bord inévitable d'une nouvelle guerre civile qui déterminerait son avenir. Avec la reddition japonaise et le retrait graduel de ses troupes d'occupation, le front oriental de la Seconde Guerre mondiale fut officiellement fermé après 14 années de conflit. Mais pour la Chine, cela ne représentait pas une vraie fermeture, mais plutôt une transition douloureuse. Au lieu de la paix tant espérée, le vide laissé par les Japonais déchaîna immédiatement une lutte acharnée entre nationalistes et communistes pour le contrôle complet du pays. Une guerre civile qui devait durer 4 années de plus et culminer avec la fondation de la République populaire de Chine sous la direction de Mao Zedong en 1949.